Alors moi, ça plante un peu, je sais pas. Oh, Ah, on vient de perdre David. ouais, hein, c'est Les connexions. un peu instable. Hmm. Toi, toi, à Québec, Excuse-moi, j'ai pas entendu Dominique. t'es chez toi présentement? Ouais. Hmm. Fait que tu passes l'été au Québec? Ouais, ben normalement je devais partir début août là. Je devais partir en France pour un mois. Mais vu l'incertitude qu'il y a, tu sais, avec les assurances et autres, je me suis dit non, 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 je vais pas prendre le risque. Ouais. Donc c'est pas grave, on reportera le voyage pour plus tard. Hmm. Donc là, j'imagine que Dominique va se reconnecter d'ici peu. Je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. Là, on est en direct, donc c'est bon, c'est parti. Hop. Bonjour David. Ah, Bon, je suis de retour. Alors, du coup, il faut vous préparer, notamment toi, Philippe, à le faire tout seul, parce que ok, je il n'est comprends. pas impossible que ce petit problème technique se retrouve. Chemin faisant. Donc voilà, faut qu'on soit prêt à toute éventualité. Mais j'ai confiance en toi, il n'y a pas de. Parfait. Donc, donc on a un peu de monde là qui continue à se connecter. On vous souhaite à tous bien sûr la bienvenue. N'hésitez pas alors dans l'espace de conversation, pas le chat, parce que là on est avec des Québécois, donc faut qu'on fasse attention. Donc l'espace vous pouvez dans la conversation par exemple mettre d'où vous êtes, si vous êtes de quel côté de l'Atlantique, hein, par exemple, ça peut être amusant, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite en tout cas le bonjour depuis Paris. Il fait 14 heures, il fait pas terrible comme temps, mais le week-end est un petit peu plus proche que pour vous, parce que chez vous, il doit être presque 8 heures du matin pour ceux qui sont connectés de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, alors, David, nous, ouais, comme tu dis, il est 8 heures et chez nous aussi, ce matin, c'est pas super beau. On a eu des belles journées, mais là, aujourd'hui, c'est pas très beau. Bon, Donc, c'est un petit peu gris au Québec, enfin, à Québec, bah, actuellement. c'est pour augmenter la concentration avant le week-end qui s'annonce, en tout cas sur Paris, super beau. Bah, je crois que pour nous, c'est pareil. Ouais. Ouais, on va avoir aussi un beau week-end pour nous. Si enfin on a compris qu'il fallait qu'il fasse super beau les week-ends, je pense on aura gagné quelque chose dans la qualité de vie au travail, le reste de la semaine. Mm. Puis pour nous, bah, la plupart des entreprises, beaucoup d'entreprises, bah, Dominique va aussi, Jean-Roch, beaucoup d'entreprises partent en congé à partir d'aujourd'hui D'accord. au Québec. Il y a 2 semaines qu'on appelle les semaines de la construction au Québec, où c'est vraiment une grosse partie des entreprises qui ferment et c'est à partir d'aujourd'hui. Donc, Bon, bah super, c'est le starting block, compte à rebours. ouais, c'est ça. Ici sur Paris, enfin en France, il y a eu pas mal de départs avec le 14 juillet, donc on a une semaine d'avance. Et puis on vient pas avant le 15 août, donc ça fait une grosse période. Ouais. Ouais, alors ça, c'est une chose que vous avez quand même, il faut pas oublier, hein, c'est qu'en France, on démarre notre carrière professionnelle avec 5 semaines de vacances. Je parle même pas des RTT et tout ça, là. Alors qu'ici, au Québec, on démarre sa carrière entre 2 et 3 semaines, quoi, Ouais, c'est précieux. de vacances, ouais. Donc, ça, Très précieux. oui. Ouais. Donc j'ose pas partager mon écran parce que je risque d'avoir ça a l'air d'embêter un petit peu la connexion, donc je vais pas faire de partage d'écran. Ça tombe bien parce que on va être surtout sur une conversation. Il n'y a pas de voilà, vous ne serez pas abreuvé de slides, de PowerPoint dans tous les sens. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour commencer. Pour matin à 8 heures, c'était peut-être un peu indigeste. Et puis pour nous, à 14 heures, juste après le repas aussi. Donc ça tombe bien, on va avoir cette conversation. Je vous propose donc du coup de commencer tout de suite à l'heure. Donc je suis David Guillochot, directeur général de Zest, et on a le plaisir d'organiser effectivement ce 8e webinar déjà
d'une série que je vous invite à découvrir, par exemple sur la chaîne YouTube de Zest Me Up. Il y a eu 7 épisodes précédents où on a, pendant ce confinement, pendant ce déconfinement, eh bien, eu des conversations qui ont l'air d'avoir plu sur différents sujets, le dialogue social, le rôle du management, et je vous invite vraiment à revoir ces webinars, en particulier celui de Gaël Châtelain, avec Gaël Châtelain-Berry qui était très sympa. C'était l'un des derniers. Et donc ce 8e, il est particulièrement spécial, on va dire, puisque là, avant le break d'été, on casse la baraque, on est outre-Atlantique, on est international, et donc avec Philippe qui est ici, qui va se présenter. On a organisé ce dernier webinaire effectivement la période de vacances estivales. Et justement, alors, toi qui es notre partenaire au Québec, partenaire de Zest, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Zest, est une solution pour aider justement autour du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, les entreprises à engager, mobiliser les collaborateurs, et pas uniquement en situation de crise, mais aussi en situation de crise, c'est particulièrement important. J'aimerais que tu te présentes un peu, parce que dans ta signature, il m'a semblé voir que tu étais un apiculteur. Alors du coup, j'ai regardé les dictionnaires, j'ai dit qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau métier. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter aussi les deux représentants outre-Atlantique, donc canadiens ou québécois, que tu as invités? Merci David. Alors oui, c'est sûr que apiculteur RH, ça fait toujours sourire. Alors pourquoi on a pris ce titre professionnel-là, qui au départ c'est pas professionnel, parce que c'est vrai que au départ les gens nous disaient mais c'est pas un vrai métier, apiculteur RH. Alors en fait, on est parti du constat que plus on rendait ses collaborateurs heureux, plus on les fidélisait et plus ils s'engageaient. Donc on s'est dit en fait notre job c'est ça, c'est de rendre les gens heureux. Donc notre rôle est aujourd'hui, et puis en fait on parle d'apiculture. Pourquoi? Parce que la culture d'une entreprise, c'est quelque chose qui appartient. On peut pas, ça se copie pas une culture d'entreprise. Donc c'est comment on développe les cultures des entreprises, comment on aide les entreprises à repenser leur mode de pratique de management ou de gestion, pour faire que leurs collaborateurs soient plus heureux. Parce qu'en fait, au final, tout ce qu'on recherche tous dans notre quotidien, c'est être plus heureux. Donc voilà pourquoi le titre est arrivé. Et puis RH, oui, c'est sûr que on joue un peu avec les mots pour ressources humaines, mais on joue surtout avec les mots pour rester heureux. Donc c'est comme ça que notre titre professionnel est arrivé sur nos cartes. Pour présenter rapidement Patrimoine RH, en fait, nous on est spécialisé au Québec dans la transformation des entreprises vers ce qu'on appelle un mode agile, entreprise auto-organisée ou concept des entreprises libérées. Et on repense aussi les pratiques de management classiques, comme par exemple la suppression des évaluations annuelles traditionnelles, la rémunération agile, et puis différentes choses comme ça, où en fait, on pense que les pratiques qui ont été viables dans les années 70-80, aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, les nouvelles technologies, les nouvelles aussi générations, je veux dire, qui attendent tout à fait autre chose que ce qu'attendaient les générations dans les années 80. Donc, on repense ça dans les entreprises. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux de nos clients qui sont avec nous. Je vais commencer par Jean-Roch Fournier. Donc Jean-Roch, je vais lui laisser après qu'il se présente rapidement. Jean-Roch Fournier, donc c'est le coprésident, si on utilise encore ce terme-là, parce que c'est deux entreprises qui sont un peu particulières, deux entreprises qui sont aussi des entreprises qu'on appelle libérées ou auto-organisées. En fait, Lumka, donc c'est une entreprise d'à peu près 60 collaborateurs. Et puis, ils sont spécialisés dans la fabrication de luminaires pour les villes, donc dans l'ensemble du Canada, puis aussi beaucoup en Amérique. Donc, ils exportent beaucoup. Donc, ça, c'est pour Jean-Roch. Et puis, on a Dominique Tremblay. Dominique Tremblay travaille pour Produits Métalliques Bussière, donc qui est une société, on va dire, spécialisée dans la transformation de feuilles de métal. Donc, à peu près 70 personnes dans l'organisation. Une entreprise qu'on a accompagnée, ça va faire au moins 4 ans maintenant, je pense, de mémoire. Je sais plus trop ça, mais donc, Jean-Roch, si tu veux dire un mot sur ton entreprise. Lumka, c'est ça, je pense que tu l'as bien décrit. C'est une compagnie qui fabrique des luminaires de rue. En fait, pas notre slogan, mais notre positionnement marketing, c'est d'illuminer la vie. Donc, on tente d'illuminer la vie des gens autant, et donc, par conséquent, de nos collaborateurs.
Et il y a quelques années, en fait, il y a 2 ans et demi déjà, on a commencé à transformer l'entreprise pour devenir plus libéré, je dirais même, en fait, plutôt qu'on s'autogère, qu'on s'autorégularise. Donc, c'est un peu ça. Lumca, c'est une compagnie, ça fait 30 ans qu'elle existe. Moi, je suis devenu propriétaire il y a 8 ans avec mon partenaire Denis. Et depuis ce temps, on transforme l'entreprise. On a commencé par une croissance, puis par la suite par la transformation de la culture organisationnelle. Merci Jean-Roch. Dominique, est-ce que tu peux nous dire, ça fait combien de temps que ça existe, Produits Métaux et Bussières, ça fait combien de temps que tu es là? Oui, ça va faire 30 ans l'année prochaine que PMB existe. C'est une entreprise qui est émergée du domaine de la construction au départ. Dans le fond, il existait pour faire tout ce qui est moulurage, revêtement extérieur de bâtiments industriels. Puis ça s'est tranquillement modifié vers la sous-traitance industrielle. On est 70 personnes. On offre plein de services là, de découpe, pliage, soudure, peinture, usinage. Mais dans le fond, c'est une entreprise extrêmement flexible parce qu'on est sous-traitant, on n'a pas nos propres produits. Donc, la complexité se modifie à chaque semaine. La charge de travail n'est jamais la même. Les commandes des clients dépendent de chaque semaine aussi. Donc, le défi est constant. Il est toujours en réadaptation. Puis là, ça s'est modifié encore plus dans les derniers mois. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est une belle gang de gens créatifs et flexibles qui font les produits des clients à chaque semaine. Ok, merci Dominique. Alors, première question à tous les deux, puis je demanderai à Dominique de prendre la parole en premier. Comment vous avez vécu le confinement dans l'entreprise? Comment vous avez vécu ça avec vos collaborateurs? Et puis, comment vous avez aussi vécu le déconfinement? Comment ça s'est produit? Comment, toi qui t'occupes quand même pas mal des ressources humaines dans l'organisation, comment vous avez géré ça pour que ça se passe au mieux? Ouais, ben, au départ, quand ça se parlait beaucoup dans les médias, il y avait eu beaucoup de craintes. Là. La tolérance de chacun était assez variable selon l'individu. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Les écoles ont fermé avant les entreprises. Là, il y a beaucoup de parents aussi là-dedans qui s'inquiétaient. Il y a beaucoup de qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a mis des mesures assez rapidement au niveau de mesures sanitaires là, on a beaucoup communiqué avec les gens. Puis quand le premier ministre Legault a décidé d'arrêter toutes les entreprises non essentielles, là, c'est un mardi qu'il fallait arrêter ça à minuit. Là, on connaissait pas tout à fait la définition de l'essentialité de la chose. Alors, on a dit, OK, tout le monde, on retourne chez nous, 2 jours. On laisse tomber la poussière, on réfléchit, puis on s'informe aussi de savoir est-ce qu'on est là-dedans, est-ce que nos clients sont là-dedans, qui est là-dedans, nos fournisseurs. C'est ça. Fait que dans le fond, on s'est fait un petit comité là, de gestion de crise. Puis tout le monde est allé chez eux. Puis là, on a parlé avec nos clients, nos fournisseurs, tous les collaborateurs chez PMB pour savoir OK, qui serait prêt à rentrer si est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous devez prendre soin de vos enfants à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a qui ont des congés cumulés qu'ils pourraient prendre là? Les nouveaux, ils n'en ont pas cumulé de congés. Fait qu'on ne savait pas non plus quelle sorte de programme le gouvernement allait offrir pour prendre soin des gens. On était un peu inquiets pour leurs finances en même temps. Fait qu'on a décidé de leur verser la semaine pleine, même s'ils n'avaient pas fait une semaine pleine, puis on s'arrangerait par la suite pour voir qu'est-ce qui allait arriver, pour au moins qu'ils sachent se revirer de bord, comme on dit en québécois. On me traduire, Philippe, si c'est trop... Mais c'est ça. Fait que dans le fond, par la suite, on s'est rendu compte que la plupart de nos clients étaient dans les domaines essentiels, parce qu'on on fait des ambulances, on est dans l'alimentaire, on est dans toutes sortes. Donc, presque le client était dans cette catégorie, mais allait descendre leur chiffre d'affaires pour être sûr de respecter les mesures sanitaires de distanciation. Fait que là, on a demandé aux clients des espèces de projections de quelques semaines, puis on a dit voici qu'est-ce qu'on a besoin de faire, qui est disponible pour entrer, qui se sent à l'aise. Puis on est allé avec ce groupe-là pour commencer. On est 35% du groupe au départ. Puis tranquillement, ça s'est modifié à travers les semaines, selon les commandes des clients, selon les règles qui changeaient à chaque jour, pratiquement. Fait que, mais on est resté en contact avec tout le monde, tout le long. On s'est fait une page Facebook spéciale pour ça. On échangeait, on parlait avec les gens, on échangeait avec eux à chaque semaine.
qu'ils soient là ou pas, qu'ils soient sur place en télétravail ou en chômage. Fait que c'est ça, mais dans le fond, ça a super bien été. Tout le monde était extrêmement flexible et il pouvait faire n'importe quelle chose. Là. Même Steve, le propriétaire, a plié des pièces pendant 3 semaines. Là. Fait que ça, c'était cool. Comment je dirais, c'était stressant, mais en même temps super agréable parce qu'on vivait quelque chose de particulier ensemble. Là. Puis tranquillement aussi, on a pris une gang du bureau, puis on a dit, on n'avait pas besoin de tous les gens dans le bureau non plus. Mais on a dit, voici un projet qui serait porteur. Peu importe quand la reprise va arriver, on avait un client potentiel avec des choses qu'on n'avait jamais fait. Fait qu'on a profité de ce temps-là pour prendre 3 personnes du bureau puis faire un projet d'innovation pendant le confinement, même si c'était risqué parce que ça se pouvait que ça ne génère pas d'argent, mais au final, on a fait le pari que oui. Moi, ce client-là a vraiment envoyé une commande quand le déconfinement a commencé. Puis tout était là-dessus, c'était extrêmement rentable pour nous. Le pari en avait valu la peine. Fait que c'est ça, dans le déconfinement, on a rappelé tout le monde. Puis, parce que là, la charge était revenue à plein, et même plus. Fait qu'il a fallu qu'on aille en embauche. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, tous ceux qui étaient un peu plus stressés, on a fait le tour des installations avec eux pour les acclimater aux nouvelles règles, voir qu'est-ce qu'on avait fait dans le bâtiment aussi pour les protéger et tout ça. Puis, on est reparti avec ça. Dans le fond, c'était beaucoup dans la communication. Puis, quand les gens sont revenus, puis qu'il y en avait une gang qui avait vécu complètement le confinement, il y en a une gang qui avait été dans l'usine, d'autres en télétravail. Fait que là, on a comme mis toutes ces compréhensions-là de tous les gens qui ont vécu. On a fait une rencontre dehors pour être capable de tout le monde être à distance. Puis on a expliqué un peu toutes ces perspectives-là, puis qu'est-ce qu'on devait vivre, puis où qu'on était rendu. Mais c'est ça. Je ne veux pas prendre trop de temps, là, parce que je pourrais en parler longtemps, mais c'est ça. Merci Dominique. Dominique, qu'est-ce que vous retenez comme ça? Après, je poserai la même question à Jean, mais qu'est-ce que vous retenez de cette sortie de déconfinement aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on retient de cette sortie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par rapport à s'il y avait des choses que vous auriez peut-être fait différemment après, avec du recul, est-ce que vous auriez changé quelque chose ou pas? Je pense pas. Ok. C'est peut-être prétentieux, mais non, on s'est adapté tout le long. Je dirais pas comme c'est facile de jouer au gérant d'estrade après. Je pense qu'à chaque instant, on a décidé de la bonne action à prendre sur le moment, puis on s'est adapté. Dans le fond, on s'est pas mis en position de planification, mais plutôt en position de discernement collectif semaine après semaine. Fait que, ça, c'est la meilleure chose à faire, je pense, parce que c'est bien facile de poser un jugement après, là. Mais quand t'as la moitié des données ou moins, faut que tu te fies à la sagesse collective puis à la transparence des informations. On y va. Ok, merci Dominique. Et pour toi, Jean-Roch, ça s'est passé comment le confinement et le déconfinement? Ça a été une situation spéciale. En fait, moi, du 5 au 15 mars, j'étais en Europe. J'ai commencé par Paris. Par la suite, je suis allé à Barcelone par affaires. Puis, donc, le 15 mars, je revenais. J'ai vécu la crise, donc le début de la crise complètement en Europe. Même quand j'ai quitté le 5 mars, c'était incertain que je quitte parce que, en fait, beaucoup de gens dans les médias se posent la question si on a des voyages, est-ce qu'on doit y aller? Si on a des déplacements dehors du pays, est-ce qu'on peut y aller? Puis personne ne recommandait de changer les plans, donc j'ai décidé d'y aller. Et quand je suis revenu de Barcelone, là, la mise en quarantaine devait être appliquée, donc je suis resté chez moi pendant 14 jours. Et pendant ma quarantaine, il a fallu effectivement il a fallu gérer la fermeture de l'usine parce que l'usine a fermé le 24 mars, le fameux mardi soir à minuit. Donc, gérer ça à distance, c'est plutôt difficile, mais j'étais drôlement content d'avoir une entreprise autogérée.
On a été accompagnés dans cette situation-là par toi, Philippe, par Nathalie, parce que mon partenaire, Denis, qui est copropriétaire avec moi, était aussi en quarantaine, parce que lui était allé en Floride, donc à peu près dans les mêmes dates. Donc, les deux copropriétaires ne pouvaient pas être sur place dans l'entreprise. Il y avait énormément d'incertitudes, énormément de stress. Certaines personnes vivaient même de la détresse au sein de l'entreprise. Donc, ça prenait un accompagnement sur le plancher que Nathalie et toi, Philippe, avez fait. Donc, le confinement s'est fait de cette façon-là, c'est-à-dire on a su la nouvelle qu'il a fallu fermer l'entreprise. On a fermé l'entreprise. Nous aussi, on ne savait pas si on était essentiel. C'était quoi la notion d'essentiel? On ne la comprenait pas trop. Pour finalement, on a fait de multiples demandes au gouvernement pour savoir si on pouvait être considéré comme des services essentiels et on n'a pas été considéré comme des services essentiels. Donc, on a géré la fermeture. On l'a géré en fait, un groupe. Tout le monde est impliqué. Tout le monde, les approvisionnements ont pris en charge les communications avec les fournisseurs. Il y avait toute une logistique à gérer pour finalement fermer ce fameux mardi soir-là. À partir de là, effectivement, les gens, on a demandé aux gens de se garder informés, de prendre soin d'eux. S'il y avait des questions, s'il y avait de l'incertitude, de rester en contact. On a même proposé de faire certains, ce qu'on appelle nous des 5 à 7. J'imagine la même chose en Europe, mais virtuels, de garder contact. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Ça a été une période très... essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que je veux dire, c'est une situation sans précédent. Essayer de comprendre aussi tout ce que les gouvernements mettaient en place, les programmes de subvention. Donc, la quarantaine, pas la quarantaine, mais le confinement en tant que tel, ça a été beaucoup de communication avec l'ensemble des employés, des appels, l'apprentissage aussi de nouvelles méthodes de travail avec Teams, par exemple, etc., les outils pour travailler de façon virtuelle. Pardon. Ça a été, je pense, pour tous, une adaptation. Pour moi, une adaptation. Moi, je suis quelqu'un qui aime sentir les gens, être avec eux, avoir du feeling. Virtuellement, ça a été une autre chose. Juste dans les rencontres, toujours avoir des écouteurs dans les oreilles pour... donc, j'avais la tendance à élever la voix parce que j'entendais plus ma voix. Les gens pensaient que j'étais fâché parce que j'élevais la voix. Donc, c'est anodin, mais c'était une adaptation pour tous. Le déconfinement... donc, la période de confinement était une période, je dirais, de stress, mais de beaucoup de communication, beaucoup de... puis le déconfinement, quand on a su qu'on pouvait recommencer à ouvrir l'usine, là, à ce moment-là, il a fallu qu'on prenne le pouls de tout le monde. On a fait une rencontre virtuelle avec tout le monde pour voir comment que les gens se sentaient là-dedans, parce qu'il y a des gens, on ne peut pas forcer les gens à revenir. Moi, moralement, personnellement, je veux dire, je n'aurais pas pu vivre avec le fait. Chaque situation de chacune des personnes est différente. Donc, il fallait s'adapter à la situation de chacun, les écouter, comprendre c'est quoi leur situation, qui veut revenir, qui ne veut pas revenir, ceux qui veulent revenir, de quelle façon qu'on revient. On a mis en place un comité. On avait déjà un comité de santé et sécurité au travail, donc ce comité-là a pris en charge les règles d'hygiène à mettre en place, les règles d'hygiène qui étaient à peu près inconnues à l'époque. On essayait de suivre un peu ce qu'on a, nous, au Québec, l'ancienne CSST qui est rendue le SNES, qui est le comité en fait, qui est le Conseil de santé et sécurité au Québec. On essayait de suivre les règles qu'eux recommandaient. Donc, une mise en place qui a été faite des règles d'hygiène, qui n'ont pas été qui n'ont pas été respectées par tous. Ça créait des frustrations pour d'autres. On avait des gens qui avaient 65 ans, 60 ans chez nous, d'autres qui ont 40, 30 ans.
Donc, la discipline a été relativement difficile à mettre en place, mais ça a pris peut-être une semaine avant que les choses se régularisent. Puis, après ça, l'autre challenge qu'on a eu, ça a été le retour. En fait, les gens de bureau ont continué à travailler après le 24 mars, où est-ce qu'on a fermé l'entreprise. Quelques temps plus tard, peut-être 3 semaines plus tard, les gens de bureau ont recommencé à revenir travailler suite à l'annonce des subventions du gouvernement fédéral. Et donc là, ça a été un retour, comment dire, je veux dire, ça a été du télétravail. Là, les gens ne sont pas revenus au bureau. Et la production est revenue un mois plus tard. Et le gros challenge qu'on a eu par la suite, ça a été de déterminer est-ce que les gens reviennent à 100%, 75%, parce que pour les gens en Europe, au Canada, on a un programme de subvention où est-ce que si on a une baisse du chiffre d'affaires, une baisse des ventes de plus de 30%, on a une subvention de 75% des salaires. Donc, est-ce que les gens reviennent à 75%, 100%? Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a impliqué tout le monde. On a fait un meeting virtuel pour avoir l'opinion de tout le monde, trouver une solution ensemble. Puis finalement, ça s'est résulté que les gens, sur une base volontaire, la majorité, en fait, il y a une partie des gens de bureau qui ont décidé de revenir à 75% de leur temps, donc à 30 heures par semaine. Une autre partie à 100%. Une autre partie ont décidé de travailler entre les deux, c'est-à-dire un 32, 33, 35 heures par semaine. Donc, la décision s'est prise en groupe, sur une base volontaire. On a estimé les coûts. On est très transparent avec tout le monde. Donc, ils connaissent la situation financière de l'entreprise. Ils savent, on faisait les calculs ensemble de qu'est-ce que ça coûtait faire ça, etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a vécu le déconfinement. C'est effectivement une autre période de stress. Donc, moi aussi, je ne veux pas trop prendre de temps. Là. Je vais m'arrêter là, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je ferais juste un petit complément par rapport à ce que tu disais, Jean, qu'il y a quand même une chose, c'est que lorsque les gens, on leur a demandé de rentrer chez eux et qu'on savait pas quand est-ce qu'ils reviendraient, il y a eu quand même énormément de stress financier. Beaucoup de gens avaient peur. Faut pas l'oublier. Les gens, ils se demandaient comment ils allaient être payés, est-ce qu'ils allaient avoir de l'argent. Et puis, je pense que vous avez quand même mis ce qu'il fallait, c'est-à-dire que l'entreprise a rassuré. Je me permets de reprendre les termes que tu as dit avant, mais c'est que en fait, vous aviez fait un estimatif que si la crise devait durer, les reins solides pour tenir un an. Donc déjà, ça a quand même mis de la confiance. Je sais que vous avez aussi offert à beaucoup de gens, de façon individuelle, s'ils rencontraient des difficultés financières, que l'entreprise pouvait leur faire des prêts d'argent gratuitement, donc sans intérêt. Donc il y a eu quand même, je ne veux pas dire que ça a levé tous les stress, mais en tout cas, pour certaines personnes, ça a retiré un stress. Parce que le stress financier, on le voit, on le connaît, hein. C'est quand même gros dans une famille, hein, parce que quand vous savez pas comment vous allez payer vos factures ou nourrir, donc je pense que ça a aussi aidé. En tout cas, ça a permis d'apaiser un peu le stress. Oui, tout à fait. Il y avait 2 types de stress principalement que les gens vivaient. Puis je pense que c'était le même partout dans le monde. C'était le stress financier parce que les gens n'avaient plus de travail. Puis il y avait le stress aussi de la maladie, c'est-à-dire c'est quoi cette maladie-là? Est-ce qu'on va en mourir? Est-ce qu'on va donc, et tout le monde avait son degré d'adaptation face à ce stress-là. Donc, moi, je pense que effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux gens là, si jamais, en fait, on voulait complètement enlever le stress financier aux gens. On voulait pas qu'ils vivent ce stress-là en plus du stress relié à la maladie, relié au virus, en fait. Donc, on a proposé effectivement là, si jamais il y a des gens qui sont dans le besoin, de leur prêter de l'argent. Ce qui s'est passé un petit peu en France, qui a eu aussi des mesures gouvernementales qui ont beaucoup aidé. En fait, c'est clair que, comme on dit ici, le paquet a été mis sans compter pour diminuer le stress financier des salariés des entreprises, avec un programme de chômage partiel très 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 important. Vraiment, jamais ça n'avait été fait. Donc ce stress-là de recevoir l'argent à la fin de la semaine ou chez nous à la fin du mois, il n'était pas là. Mais par contre, effectivement, le stress sanitaire a
a été plus important, mais les gens, on a fait un baromètre sur l'ensemble de nos clients sur l'humeur au travail, en fait, ça a baissé, mais ça n'a jamais atteint des niveaux de stress très très élevés globalement. Donc il y a eu plutôt une acceptation assez forte et un accueil assez correct, on va dire, de cette contrainte qui était assez unique du déconfinement, enfin du confinement d'abord, et le déconfinement a augmenté le stress en fait, avec effectivement le geste barrière qui devient partagé avec les collègues dans des environnements de travail qui sont pas forcément prévus pour, et puis aussi le moment où on se dit la solution de chômage partiel ne va pas durer tout le temps et on commence à avoir des mauvaises nouvelles, ou en tout cas des inquiétudes économiques. Et donc grosse actualité et grosse focalisation actuellement chez nos clients sur non plus les plans de continuité d'activité, mais les plans de reprise d'activité. Comment on peut rebondir, comment on peut inventer et servir des clients qui sont parfois dans la difficulté. Voilà, donc avec des éléments clés. Quelque chose d'intéressant que vous avez dit, et on l'a vécu aussi en France avec des cultures d'entreprise très différentes, une nécessité d'être agile parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc nous, on a des très très grandes entreprises aussi comme clients qui ont plutôt l'habitude d'être assez hiérarchiques, contrairement à vous, et assez sur la planification, puisque ce sont des vrais paquebots. Elles ont été obligées de quelque part de remettre en cause cette planification, d'être beaucoup plus dans la décision, micro-décision remise en cause, donc avec des comités, comme vous l'avez dit, qui revoient régulièrement et qui communiquent instantanément à l'ensemble de l'entreprise ce qui se passe. Et la deuxième chose qui est montrée très très importante, c'est l'importance du lien social, y compris pendant le confinement. C'est cette notion de communauté au travail, même entre les personnes qui vont au travail, parce qu'on avait effectivement des clients ou qui avaient des personnels qui accueillaient encore l'activité, qui était effectivement de première nécessité. Et puis il y avait ceux qui télétravaillaient, et puis il y avait ceux qui étaient au chômage d'activité. Donc on a des clients qui ont par exemple utilisé notre solution pour sonder régulièrement l'ensemble des collaborateurs, y compris ceux qui étaient au chômage pendant cette période-là. Et tous, y compris ces derniers, disaient ce qui est important pour nous, c'est d'avoir ce lien social, de garder ce lien avec la communauté de travail, malgré le confinement, et c'est encore plus important, bien sûr, pendant la reprise d'activité. Donc vraiment, à la fois de l'agilité managériale, où on doit lâcher prise parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, et le retour à des choses qui sont essentielles, l'importance de la relation humaine dans l'entreprise, avec des managers qui, pour la première fois, ont vécu du télétravail, ont eu la peur, effectivement, d'attraper la Covid, et donc avec quand même une fragilité des managers dans des organisations hiérarchiques qui étaient pas, on va dire, qui étaient assez exceptionnelles. Et donc, une empathie beaucoup plus forte de leur part aussi, puisqu'ils vivaient quelque part la même chose que leurs collaborateurs. Et ça, c'était un point très important. Justement, là, on est dans le moment où, vous l'avez dit, vous êtes dans la reprise d'activité et on croise les doigts et on fait les gestes barrières pour que ça dure le plus longtemps possible. La reprise d'activité, c'est un moment où on se dit, on rebondir quelque part, reprendre l'activité après une interruption comme chez vous, Jean-Roch, ou pas complètement chez Dominique. Mais donc, il faut mettre les bouchées doubles. Et certains sont arrivés au travail en étant un peu fatigués, bien sûr inquiets, et pourtant, il faut presque en faire plus. Voilà. Comment vous avez réussi quel a été peut-être le défi à ce moment-là, ou en ce moment vous avez, pour faire que la reprise de votre activité soit la plus efficace possible, la plus réussie possible? Et est-ce que vous avez fait des choses particulières, en plus de ce que vous avez déjà mentionné, ou ce que vous allez faire plus tard, pour faire en sorte que ce sprint qui commence, qui va être un marathon de la reprise d'activité, eh bien, se passe bien pour vos collaborateurs? Jean-Roch? En fait, je crois que la clé pour nous a été l'implication des gens, la transparence, la confiance. C'était déjà quelque chose qui était déjà installé avant. Donc, la reprise a été faite d'un point de vue des ventes, parce que la reprise se fait à différents niveaux. Il y a la reprise, en fait, des activités marketing et de vente. Il y a la reprise des opérations.
Vente et marketing, la reprise avait déjà été faite assez rapidement parce que les gens de bureau faisaient du télétravail, donc eux, les activités ils ont dû s'adapter par contre parce que chez nous, en fait, on dessert, notre territoire, c'est l'ensemble de l'Amérique du Nord, les États-Unis puis le Canada. Donc, ils ont dû s'adapter parce qu'ils ne pouvaient plus voyager. Il a fallu qu'on fasse. Ils ont pris différentes stratégies pour garder contact avec les ventes. Donc, ça s'est fait d'une façon, je dirais, organique. C'est eux qui ont déterminé de quelle façon ils devaient s'adapter par rapport à la situation pour garder contact, s'assurer que les commandes allaient rentrer, etc. Au niveau opérationnel, c'était un peu particulier parce qu'encore là, il y a une adaptation qui devait se faire parce que les gens de bureau qui supportent la production n'étaient pas sur place, étaient là de façon virtuelle. Donc, c'est un apprentissage pour les gens de production avec des outils technologiques qui ne sont pas habitués je veux dire, les gens de production ne sont pas habitués de faire des meetings virtuels, ne sont pas habitués de travailler avec Teams. Ils ne connaissaient pas Teams, qui est un outil chez nous, là, j'imagine chez vous aussi. Donc, ça a été une adaptation pour eux. Ça a été de quelle façon on a pu reprendre les activités opérationnelles. Ça a été, il a fallu replanifier toute la production. Nos gens ont donc replanifié toute la production. Les leaders naturels chez nous ont pris en charge tout le séquencement du travail qu'on devait faire pour reprendre le travail. Donc, ça a été, on a déjà une culture de Scrum instaurée chez nous. Donc, à tous les jours, il y a un Scrum. C'est un mini-meeting de 10-15 minutes à peu près là, qui existait déjà. Donc, ça s'est repris. Donc, ça a été fait de façon très agile. Je crois que dès le départ, la première semaine de mémoire, on n'a eu aucun retard de production. Par la suite, ça s'est poursuivi pendant des semaines. En fait, on n'a presque pas de retard de production. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'arrêt. Par contre, je le sais très bien que sur le plancher, il y a plusieurs individus, plusieurs collaborateurs qui ont dû mettre les bouchées. Ils ont vraiment dû travailler plus fort pour essayer de repartir la machine. Mais ça s'est fait quand même assez, je dirais pas facilement, là, mais ça s'est très bien passé. Donc, moi, je pense que la clé, ça a été ce qu'on avait mis en place depuis 2 ans et demi. Donc, la notion de confiance, la transparence, la communication, les scrums, toute la collaboration qu'il y a entre les gens. C'est l'intelligence collective, en fait, parce que le défi ne reposait pas sur 1 ou 2 ou 3 personnes. Ça ne reposait pas sur les quelques personnes en haut d'une pyramide. C'était simplement, je pense aussi, le sentiment d'appartenance des gens. Je pense que les gens comprennent l'importance aujourd'hui, ce qu'ils ne comprenaient peut-être pas il y a 3, 4, 5 ans, mais l'importance du client. Le client, c'est ce qui fait qu'ils sont là, c'est ce qui fait qu'ils... Donc, il faut prendre soin du client. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin du client? Bien, on a des commandes, on va les livrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les livrer? Bien, c'est un enchaînement. Donc, ils trouvent des solutions, ils s'organisent. Donc, ça a été le fait de répartir ce stress-là, cet objectif-là, cette charge-là sur plusieurs personnes, je crois que c'est l'intelligence collective, en fait. C'est ce qui fait que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est quand même relativement facile de repartir la machine. Et de l'autre côté, en fait, Dominique, vous, ça s'est pas arrêté, en fait, hein, quasi. Ça s'est ralenti peut-être, mais... Ça a arrêté 2 jours. Oh. Mais c'est ça, dans le fond. Je trouve que ce que j'ai entendu, c'est copier-coller, là, beaucoup d'éléments. C'est vrai, c'est un peu le flou de ce qui avait été cultivé avant. Exact. Mais dans le fond, les gens, la plupart du temps, veulent être bons dans ce qu'ils font. La grosse majorité des gens sont bien intentionnés puis ils veulent être bons dans ce qu'ils font puis être fiers de leur travail. Parfois, la problématique qui prend l'information pour dans le son. On t'entend moins bien, Dominique. Oui, ça a coupé. Je ne sais pas si... Ouais.
Oui. Dans le fond, là, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des gens, je pense que j'ai rencontrés dans ma vie, veulent bien faire. Ils veulent être bons dans ce qu'ils font, ils veulent faire leur travail. Ils sont bien intentionnés. Souvent, la structure du travail fait qu'on surveille, mais on surveille finalement, on le fait pour quelques individus. Fait que c'est pour qu'ils ne sont pas la majorité. Les règles sont faites pour les exceptions, souvent. Fait que quand on assouplit ça, puis que c'est fait pour le gros bon sens, là, ben, les gens sont mobilisés plus facilement. Fait que, dans le fond, nous, l'engagement n'a pas été un problème du tout. Les gens aiment PMB, ils veulent que PMB fonctionne. Ils aiment les clients de PMB, puis ils connaissent les enjeux de nos clients. Tout le monde connaît les clients. On les visite, on comprend leur. On se rappelle qu'il ne faut pas shipper ça avant parce qu'ils n'ont pas de place pour le mettre. Tous ces enjeux-là de nos clients, là, nos collègues les connaissent. Donc, quand on part, on veut que nos clients aillent bien, qu'ils soient en santé. C'est eux qui, au final, le fait qu'on a un bon travail. Mais en plus, dans le domaine du métal en feuille, présentement, on est extrêmement privilégiés. Les gens qui sont dans le même domaine que nous, dans d'autres entreprises, ils fonctionnent à très faible régime, ça va pas bien. Et nous, on embauche. Fait que les gens, ils veulent préserver ça, ils veulent prendre soin de ça, c'est sûr. Ils aiment la culture de l'entreprise, ils aiment leurs collègues, ils aiment les clients de l'entreprise. Donc, se mobiliser dans ce temps-là, on a juste à leur donner les enjeux. Voici ce qui se passe, mais ils vont le prendre, ils vont courir avec ça. Fait que nous aussi, il y a beaucoup d'éléments de communication qui se passent à chaque jour. Là. Tout le monde comprend l'enjeu de tel client. C'est l'expédition qui tire sur voici ce qui se passe, voici ce qui s'en vient. Dans 2 jours, les gars, j'ai besoin de ça. Ça s'en vient dessus. Oui, j'ai un petit pépin, mais si vous pouvez m'aider à 9 heures, je vais être capable de vous le sortir. Et c'est toujours comme ça, à chaque jour. On perd le boulot. Les gens ont été beaucoup formés pour au moins connaître un autre métier dans l'usine que leur principal métier. Beaucoup de jumelage qui se fait qu'on est capable d'agir sur le boulot extrêmement rapidement. C'est la même chose dans les bureaux. Donc, s'il y a plus de soumissions à sortir, de dessins à faire, de programmation du laser, ben c'est nécessaire. On gère avec une matrice de compétences puis que tout le monde connaisse au moins 2 des métiers qu'il y a à faire chez PMB. Un principal puis un secondaire pour venir appuyer. Fait que la mobilisation, elle se fait extrêmement rapidement. Fait que quand la reprise est partie, je vous le dis, on n'a jamais été aussi rentable de l'histoire de l'entreprise en 30 ans que maintenant. C'est assez spécial, là. Mais on n'a jamais fait autant d'argent. Avec un petit chiffre d'affaires, on fait plus de net. C'est spécial, là, mais c'est ça. Puis, en fait, ça a permis aussi de voir l'engagement, qui était vraiment engagé. Fait que dans le fond, en étant extrêmement sollicité, ce que ça fait, c'est que les gens, ils voulaient beaucoup préserver l'harmonie. Hein? C'est comme une famille un petit peu dysfonctionnelle par rapport à la confrontation saine. Là. Fait que des fois, pour privilégier l'harmonie et la bonne entente, des fois, il y a des choses plus difficiles qui se disaient pas. C'est là que j'intervenais souvent pour coacher là-dessus. Mais là, à cause de la crise, maintenant, quand tu es toujours dans l'essentiel puis dans ce qu'il faut, ben là, ce qui est, que tu tolères d'habitude quand ça va bien, tu le tolères moins quand ça va bien. Fait que là, les gens, là, t'es moins patient quand t'es stressé aussi. Hein. Fait que là, ce que ça a permis beaucoup de bonnes discussions, bonnes confrontations saines. Puis, il y a certains collègues qu'on a dû demander de partir parce que, ben là, ils étaient à la traîne. Puis, c'est correct, on a toutes des baisses, mais tu sais, quand ça fait 15 ans, t'es sur une lancée pas mal dans le même bord. Hein. Fait que, il y a eu des gens qu'on a dû demander de s'en aller parce que les autres qui veulent vraiment fort, puis qui sont flexibles, qui ont une bonne attitude, payent beaucoup pour ceux-là. Puis la bienveillance était toujours là, puis tout ça, puis il voulait toujours, ah non, il va se reprendre, il va se reprendre. Oh, excuse, ça fait 15 ans qu'il fait ça, là. Ça se peut-tu qu'il ne va pas se reprendre? Fait que toutes ces discussions difficiles-là aussi ont eu lieu. J'ai coaché les gens là-dedans. Et que quelques personnes qui sont parties. Au départ, personne ne voulait aller peser sur ces boutons-là, c'était un champ de mine, là. Mais au final, tout le monde
sentir mieux, puis ils se rendent compte que des fois, il faut avoir ces conversations difficiles-là pour que ça aille mieux collectivement. Puis les chiffres nous prouvent que ça va vraiment mieux. Fait que là, c'est peut-être malaisant que je dis, mais... Non, mais tu mets en avant quelque chose qui est effectivement important, c'est que effectivement la situation de stress et d'exigence de résultats quelque part, hein, a tendance à ressouder entre guillemets les organisations. On a vu ça chez nos clients, les taux d'engagement n'ont pas baissé, ils ont plutôt monté en moyenne depuis des mois. Donc alors qu'on pourrait croire que justement ils se seraient mis en retrait, au contraire, un peu comme vous l'avez dit. Là, vous avez la possibilité, parce que on l'a vu, vous profitez quelque part de tout ce que vous avez mis en place pendant des années, et dans des organisations qui ne l'ont pas fait, qui sont un peu plus, on va dire classiques dans leur mode de management, où il y a moins de lâcher prise, il y a plus de centralisation, etc. Eh bien, il y a eu la nécessité de faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, et je pense à des choses qui est par exemple d'écouter régulièrement les collaborateurs. Vous pouvez le faire assez facilement du fait de vos tailles, mais quand on est une entreprise de 15 000 personnes sur plein de sites, on peut pas avoir cette compréhension. Le dirigeant, il peut pas avoir cette compréhension de ce qui se passe, etc. Et donc, pour la première fois, on a eu des directeurs généraux de très grandes entreprises, de ce genre de grandes entreprises, qui nous ont dit on voudrait écouter nos collaborateurs. C'était pas la RH qui demandait ça, c'était les dirigeants qui disaient il faut qu'on fasse attention au lien social, comment ça se passe, etc. Donc il y a eu cette empathie que vous évoquiez, et tu l'as dit, hein, il y a des choses qui effectivement se révèlent, des dysfonctionnements de management et de comportement peut-être aussi, c'est tout à fait normal. On a notamment un client qui est Virtuo, qui a mis ce qu'ils appellent ta voix, notre solution. Donc c'est une espèce d'engagement en termes de pratique en disant tu t'exprimes, tu dis comment ça va, qu'est-ce que sont tes irritants, et nous, organisation quelque part, management compris, mais pas seulement, on prend l'engagement de trouver une solution. Voilà. Donc il y avait ce côté un peu, je crois que les Américains appellent le stewardship, hein, le manager stewardship, donc de pouvoir aider concrètement les collaborateurs. Philippe, tu voudrais peut-être nous parler un peu du management pendant cette période, justement? En fait, je pense que ce qui est important d'envisager pour l'avenir, c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi le type de management de demain? On sait très bien que les entreprises, puis même si demain, admettons, ce fameux virus disparaissait, on sait très bien que les entreprises ont pris certaines pratiques ou ont mis en place et elles reviendront plus en arrière. Je suis convaincu que le télétravail qui faisait peur encore à énormément de chefs d'entreprise il y a quelques mois, aujourd'hui, fait partie des rituels du travail, et il y aura de moins en moins de gens dans des bureaux. On travaillera beaucoup plus à distance, ça j'en suis convaincu. Mais moi, j'aurais une question aussi bien pour Dominique, et puis Dominique et Jean-Roch, parce qu'ils ont quand même des organisations qui sont très différentes. Hein. Nous, on a la chance au Québec de suivre plein d'organisations, aussi bien des entreprises très traditionnelles où on les accompagne sur des pratiques, puis d'autres entreprises qui vont être plus qu'on appelle auto-organisées, où en fait le pouvoir est partagé au sein de l'organisation pour trouver des solutions collectivement. J'ai envie de poser la question, Dominique, toi, par rapport au management que vous vivez déjà, qui était très… en Chaudière-Appalaches, vous faisiez partie des premières entreprises à transformer votre organisation. Vous aviez même eu la chance d'avoir la visite du Premier ministre à l'époque, Philippe Couillard, qui venait, je me rappelle, un Premier ministre qui venait voir une entreprise manufacturière de 70 personnes et qui disait il n'y a pas de gestionnaire là-dedans, ça doit être un bordel incroyable, et voir que ça fonctionnait super bien. Et il avait dit même, je crois qu'il avait écrit dans la presse, et un jour peut-être que toutes les entreprises seront comme ça. Donc, comment tu vois ça, toi, Dominique, là, le management que vous avez, les pratiques ou vos collaborateurs, parce que je me rappelle quand on a commencé à vous accompagner, les collaborateurs recrutaient leurs collègues et tout ça. C'est quoi pour toi le management de demain? Comment tu vois ça? C'est l'importance de se mettre au service. C'est vraiment de prendre soin. Parce que la structure a toujours été là pour planifier, contrôler, surveiller, tout ça. Je pense que la structure est importante parce que, tu sais, comme un corps a besoin d'un squelette pour se tenir debout, la structure est importante, mais peut-être qu'avant, elle était un exosquelette, puis elle doit être comme plus en retrait, mais en dedans, la structure, moins en évidence, plus en support. Je pense que ce qui est important,
c'est qu'elle se mette au service, puis que cette structure-là soit là pour nourrir la vie et non pas l'éteindre. Management, dans ça, c'est ça son rôle, c'est de voir où est-ce que la vie émerge présentement, d'être à l'écoute de ça. C'est quoi la vie qui est devant nous dans l'entreprise, dans les gens, dans les aspirations, qu'est-ce que vivent nos clients, quelles sont les opportunités, et d'être toujours à l'écoute de qu'est-ce qui se passe, de discerner qu'est-ce qui se passe, puis de le faire voir à ceux qui ont peut-être plus de la misère à voir le portrait plus global et de les exposer à ce que nous, on voit. Hey, la gang, avez-vous vu ça? C'est là? Wow! C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être que toi, ça t'intéresserait. J'ai vu que tu es très intéressé par ce genre de truc. Puis là, wow! Puis quelqu'un est très intéressé par quelque chose, comme un de nos collègues qui s'appelle Fred, qui est tout le temps en train de voir des nouvelles opportunités. Il nous a parti une shop de peinture, puis il n'y avait aucune expérience. Ça va super bien. Et il est en train de nous partir une shop d'usinage. Fait que c'est de se mettre au service de ça, de ne pas avoir peur de qu'est-ce qui est là parce qu'on ne l'a pas contrôlé ou c'est pas nous qui l'avons ici. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Tu sais, c'est pas des bonnes idées, ça ne va pas venir de nous. Nécessairement, on est là, on doit collaborer avec et de se mettre au service de nos talents d'organisation puis de discernement, de se mettre au service de tout ce qui est là, puis de jardiner, de cultiver ça, d'enlever les mauvaises herbes. Non, ça, les amis, ça va nous rendre malades. Tu sais, de tuer le cancer de la mauvaise ambition puis de l'orgueil, là. Ça, on le tue par la transparence, la confrontation saine, on le tue par le fait de laisser la vérité être en lumière tout le temps, d'avoir un cœur d'enfant là-dedans. Je suis peut-être là un peu trop poétique dans mes affaires, mais c'est ça, faut tuer ces cancers-là de jeu de pouvoir, puis c'est de la grosse cochonnerie. Mais en faisant ça, ça nous permet de travailler à faire une structure saine, qui faire vraiment ce qui va émerger, puis qu'est-ce qui est devant nous. Puis à la place de le planifier pour dans 5 ans ou dans 3 ans, un plan quinquennal avec transfert à pression aux sous-dirigeants, puis calique que c'est lourd. Mais tu sais, on le fait plutôt de qu'est-ce qui est là, c'est quoi que les clients ont besoin, qu'est-ce qu'ils vivent. Hey, ça fit avec l'intérêt de tel gars dans notre équipe. Hey, tabarouette, on dirait que c'était arrangé. Tu sais, l'avoir planifié, on l'aurait fait de même. Mais on a dit ça fait 3 ans qu'on dit ça à tous les 2 mois. Hey, l'avoir planifié, on l'aurait fait de même. Mais c'est parce que ça émerge et c'est devant nous et on les met en connexion. C'est là. Puis, hey, comment on a fait pour planifier ça? Hey, on l'a pas planifié. On l'a pas planifié, on l'a écouté. On l'a écouté et on l'a soutenu. Puis Dominique, moi je reviens toujours il y a quelques mois de ça, enfin on va dire une année en arrière où l'économie était forte au Québec et que le taux de chômage était super faible, hein, parce que dans la région dans laquelle vous êtes, ça va peut-être faire rêver un peu en France, mais taux de chômage il y a encore un an, il y a même pas un an, il y a quelques mois avant le Covid, c'était moins de 3%, quand on était à 2,6%. Donc, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et je le dis parce que je sais que Dominique, il en parlera pas forcément, mais Produits Métalliques Bussière, dans une période de crise, n'a jamais eu aucun problème pour recruter, quoi. Les CV rentrent, alors que la plupart des entreprises vont mettre beaucoup d'argent, beaucoup de pratiques pour trouver. En fait, votre culture d'entreprise a permis aussi d'attirer, mais c'est parce que tout ce que tu es en train de nous expliquer, en fait, les gens le vivent tellement qu'ils le partagent. J'ai jamais vu autant d'employés que de parler de leur entreprise les fins de semaine avec leurs collègues, leurs amis et tout ça, parce qu'ils sont tellement fiers de l'entreprise et des pratiques très innovantes, hein, que vous avez amènent ça, quoi. En tout cas, c'est bon. Jean-Roch, toi, qu'est-ce que tu penses l'avenir, le management? Parce que toi aussi, puis hier, on était dans une pratique qui était quand même assez exceptionnelle hier ensemble, parce qu'on a travaillé ensemble hier. C'est quoi l'avenir? Comment tu le vois, le management de demain, toi? Moi, je pense que c'est la gestion organique. Gestion organique, je suis d'accord aussi avec Dominique, là, je veux dire, gestion organique, c'est l'écoute, d'être très agile. Donc, effectivement, la planification, les plans canaux, les plans stratégiques, c'est pas quelque chose. On est vraiment dans le moment présent. On tente d'être de plus en plus dans le moment présent. C'est l'écoute du marché. Tu sais, la gestion organique, c'est quoi?
notre corps humain est géré de cette façon-là. Les cellules dans notre corps n'ont pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Une cellule, quand une bactérie arrive, elle ne se fait pas dire par un chef d'aller attaquer la bactérie. Là. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle attaque la bactérie, elle fait sa job. Moi, le soudeur chez nous, il sait ce qu'il a à faire, il fait de la soudure, puis il est meilleur soudeur que moi. Le mécanicien, il sait exactement ce qu'il a à faire. La coordination de tout ça est simplement, c'est pas un chef, c'est pas une personne, c'est simplement un processus, un système qu'on a mis en place qui fait que les choses se coordonnent. L'intelligence collective coordonne. Les gens voient les choses, les gens sentent les choses. Quand il y a une problématique, ils l'amènent sur la table. C'est pas une personne qui l'amène sur la table. Tous ont la responsabilité de le faire. Donc, la gestion organique, pour moi, c'est l'avenir. Pas de chef, on fait confiance aux gens. Les gens savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont capables de gérer une famille, ils sont capables de gérer une entreprise. Ce qui fait en sorte que l'entreprise de demain, l'ego n'a pas sa place, en fait. Donc, pas de titre, ça a été un choc pour les gens, certaines personnes chez nous. Plus de titre, plus de rôle. Ben, oui, des rôles, mais plus de titre, plus de statut social. L'ego, on a tendance à... La construction de l'ego fait en sorte que le gestionnaire pense que son rôle est important dans une organisation et il veut surtout que son rôle soit important. Donc, il rend son rôle encore plus important parce qu'il faut qu'il soit important. Donc, mais je me suis aperçu, moi, que les gestionnaires étaient... je m'excuse s'il y a des gens qui sont gestionnaires, mais... on s'est aperçu que c'était du sable dans l'engrenage. Chez nous, il n'y a pas de contremaître, il n'y a pas de directeur d'usine, il n'y a plus de vice-président de production. Je veux dire, on n'a plus cette notion-là. On est tous des collaborateurs. Je suis un collaborateur. J'ai entièrement confiance en ce qui se passe. Les gens sont assez intelligents pour voir quand il y a un problème. Ils sont assez intelligents pour trouver des solutions. Donc, pour moi, le management de demain, c'est la gestion organique. Jumelé à l'agilité, donc écouter, saisir rapidement ce qui se passe sur le marché, répondre aux besoins du client rapidement, donc pas de plan, pas de planification à n'en plus finir, mais vraiment être dans le moment présent. Puis, je pense aussi que c'est de porter son attention. Je pense que la gestion de demain aussi, le management de demain, ça va être aussi de porter son attention sur les actions, sur les moyens et non sur les résultats. On focus beaucoup sur les résultats. En fait, ben, pas nous, là, mais je veux dire, la société en général focus beaucoup sur les résultats. Q1, Q2, Q3, Q4, c'est quoi les résultats? Comment on fait pour s'y rendre? Énormément de meetings il faut absolument atteindre nos chiffres. Mais pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de nos clients. Pendant ce temps-là, donc il faut porter notre attention sur... on met trop d'énergie sur les résultats, pas assez sur les moyens. Je pense que la gestion de demain, c'est on oublie les résultats, ben on les oublie. Pas nécessairement les oublier, mais on focus, on met notre énergie sur les moyens, sur nos clients, satisfaire nos clients. Fait que c'est un mélange je pense, de gestion organique, agilité et porter son attention sur les moyens et non sur les résultats. Bon, on est dans. Là, je pense qu'on pensait que ça serait exotique d'aller outre-Atlantique chez nos cousins québécois. Là, pour de nombreuses entreprises plus classiques, ce qu'on est en train d'évoquer, effectivement, sur la libération de l'entreprise avec effectivement plus de managers. En France, on dit manager au lieu de dire gestionnaire. Donc, comment vous imaginez-vous quels seraient vos conseils pour des entreprises qui n'en sont pas encore là où vous en êtes, et elles ne le seront pas encore demain matin, on va dire ça comme ça, pour des tas de raisons qu'on ne va pas discuter. Mais quels seraient pour vous peut-être les petites choses qui seraient des bons démarrages, quoi? Où est-ce qu'il faut faire la révolution? Ou est-ce qu'on peut faire de l'homéopathie? Ou est-ce que c'est forcément la révolution? Ben, si je peux me permettre, moi, je pense que d'abord, il faut que le propriétaire ou la personne qui initie, normalement, est soit le propriétaire ou soit le président. Je pense que ça demande d'abord un travail envers soi-même.
d'avoir confiance, de lâcher prise. Si on est toujours dans la méfiance, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut d'abord apprendre à faire confiance, à lâcher prise. C'est un travail d'être transparent, de donner toute l'information qu'on est habitué même de contrôler, parce que le contrôle d'information, pour certains, c'est le pouvoir. Toute la relation qu'on a avec le pouvoir change. Si on veut aller dans ce type d'organisation-là, en fait, la notion de pouvoir est collective. Il n'y a plus de notion de pouvoir, il n'y a plus de jeu de pouvoir. Donc, je pense que ça commence par un travail envers soi-même. Puis par la suite, ça émerge. C'est pas. Est-ce que tu penses que la crise, enfin, le fait d'être les dirigeants qui ne sont pas comme vous l'êtes aujourd'hui, enfin comme toi en particulier, que le fait d'avoir eu la Covid, d'avoir été confiné, d'avoir, enfin toi, cette fragilité peut-être, est-ce que tu penses que ça va les aider à prendre conscience de ça? Parce que c'est quand même une révolution intérieure importante que tu demande. Ça peut certainement aider. Est-ce que ça va déclencher ça à tout le monde? Je crois pas, mais j'espère que ça peut aider à déclencher quelque chose. Ouais, j'espère. En tout cas, alors, je suis un peu le timekeeper parce que enfin, voilà, j'ai dit un anglicisme. Le gardien du temps. J'avais dit que je ferais attention. Le gardien du temps. Donc, je propose peut-être de faire peut-être un dernier petit tour de table. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ceux qui sont en ligne. Est-ce que de votre côté, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, peut-être par rapport à ce que vous voulez faire dans le futur? Comment est-ce que vous l'avez dit, voilà, tout semble parfait. Non. Vous avez très bien géré la crise, les contraintes. Waouh, stop, ça va faire beaucoup d'envieux. Est-ce qu'il y a des choses que quand même vous avez apprises qui vont être, tu l'as dit Dominique, vous avez eu des décisions sur des personnes que vous n'aviez pas prises peut-être il y a quelque temps et que peut-être là vous avez été un peu dans une mécanique qui vous a obligé ou en tout cas vous avez été plus en prise de décision. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vos entreprises vont changer après ce qu'on a vécu? Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a souvent il y a des saisons qu'on ne reconnaissait pas tant pour certains besoins qui doivent être nommés et qui c'est difficile parfois pour les collaborateurs de prendre cette initiative-là. C'est comme si, quand tu as raison, quand tu dis que ça prend le dirigeant qui décide ça, mon patron, ben, en tout cas, le propriétaire de l'entreprise s'appelle Steve Bussière. Il s'en va pendant un an avec son canton, avec sa famille. On va même pas se parler pendant un an. Il nous fait confiance à ce point-là. Mais dans le fond, ce que je me rends compte, c'est qu'on avait comme une espèce de peut-être utopie que les gens allaient complètement prendre charge de tout. Mais il y a des affaires, des fois, qui nécessitent quand même comme quand la crise est arrivée puis le premier ministre a fait un point de presse, ça s'est aggloméré devant ma porte de bureau. Ça dit, Dom, ils ferment tout. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que je me suis rendu compte que dans ces choses-là, il y a quand même un besoin de leader qui dit pour rassurer, pour faire voir de manière clairvoyante qu'est-ce qu'on fait. Puis je me rends compte de ce rôle-là que je dois prendre parfois, d'aller dire OK, non, là-dessus, les amis, là, c'est inacceptable à cause que ça ne respecte pas nos principes. On doit faire ça. Je n'accepterai pas qu'on soit mou là-dessus ou qu'on soit tolérant de cette chose qui est dangereuse. Là. Fait que ça va arriver que je dois dire non, je dois dire oui pour le groupe. Mais il faut travailler sur notre cœur pour être capable de faire ça pour les bonnes raisons. Il faut comprendre pourquoi on le fait. Et pourquoi les gens me font confiance pour ça? Ça fait 8 ans que je suis là. Pourquoi les gens me font confiance pour ça? Je suis pas trop sûr de pourquoi, là. Mais ça me fait plaisir de servir à ça si c'est ça qu'ils veulent. C'est correct. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous, on veut vraiment, puis pourquoi on fait les choses. C'est quoi ma mission?
où je vais, puis quelles sont mes motivations profondes, comment ça va mon orgueil, toutes ces choses-là, pour être capable justement de servir à ça, mais il faut parfois, malgré que c'est autogéré de plus en plus, l'autogestion est là, mais parfois ils ont besoin de se faire dire, OK, oh, stop, là, ça, là, je vais prendre l'autorité sur la situation, puis après ça, je laisse aller, mais ça prend ça. Il y a eu cette saison-là, je suis en train de leur donner à l'équipe. Merci Dominique. Toi, Jean-Roch, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais apporter? En fait, est-ce que la COVID va faire en sorte que l'entreprise va changer dans le futur? Assurément. Je crois que, en fait, on est des entreprises, nous sommes des entreprises qui se réinventent. Donc, la réinvention est très libérateur. D'où peut-être la notion d'entreprise libérée, c'est que quand il se passe quelque chose, on s'adapte. Donc, qu'est-ce qui va changer? Moi, je pense assurément le télétravail. On s'enlignait pour un agrandissement d'usine. Je suis plus certain qu'il va y avoir un agrandissement d'usine. J'ai plus l'impression que ça va être une rénovation de bureaux avec moins de bureaux parce que le télétravail va prendre place. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi qui a eu lieu par les gens. Je pense qu'on vient d'élever la conscience. Le COVID a élevé la conscience des gens. Les gens réalisent l'importance du travail, l'importance de l'entreprise, l'importance de l'économie, l'importance du client. Avant, c'était des acquis. C'était plus des acquis quand il a fallu qu'on ferme l'entreprise. L'interrelation, on est tous interreliés. Il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que ce qui va changer, c'est une plus grande conscience de l'environnement des gens, de où est-ce qu'ils sont. Puis, des choses comme le télétravail des pratiques qui vont changer. Ouais. Merci Jean-Roch. Vas-y. En fait, non, moi je voulais juste remercier. Je sais qu'on avait dit 9h, il est 9h03, donc on va essayer de tenir le planning de tout le monde. Puis je sais que Dominique et Jean-Roch ont aussi des occupations parce que c'est la dernière journée dans leurs entreprises, ça ferme, donc on va. Je voudrais juste faire un petit point par rapport au principe des entreprises libérées ou auto-organisées. On va organiser au mois d'août, je vais mettre la semaine prochaine les dates, et au mois d'août et au mois de septembre, 2 entrevues avec Jean-François Zobritz, qui est un des leaders en France dans la transformation de son entreprise qui avait transformé Favi dans les années 1980. Et puis justement, il y aura peut-être sûrement Dominique, on n'a même pas l'occasion de s'en reparler, mais peut-être de venir participer ou échanger sur ce genre de transformation et c'est quoi les forces dans ces transformations-là, mais il y a aussi des faiblesses, il y a aussi des points plus délicats, puis il faut les aborder. Donc peut-être que Jean-Roch sera là aussi. Enfin, on va voir tout ça. Donc bien hâte au prochain webinaire. Ouais, merci pour cette initiative. Nous, on adore le fait de faire bouger les lignes positivement dans les organisations. Et comme on se l'est dit un peu tout à l'heure, si on peut zester les organisations en les libérant, en les manageant de manière plus éclairée. Voilà, je pense que c'est vraiment le point. J'ai joué il n'y a pas très longtemps avec l'acronyme de après, en disant c'est quoi l'entreprise de l'après. Elle était activiste, c'est-à-dire qu'elle avait une vraie mission, une vraie volonté d'agir sur sa mission. C'était pas un truc théorique, vous l'avez dit par rapport à vos clients. Le sens que donnent vos clients a été quelque chose de mobilisateur pour vos équipes. C'est quelque chose qui est participatif, peut-être libéré, mais en tout cas participatif, et toutes les organisations ont vraiment du progrès à faire là-dessus. Il faut qu'elles soient empathiques, c'est-à-dire qu'elles les écoutent. Alors, quand on est 60, c'est plus facile que quand on est 10 000, mais il n'y a pas de raison, il faut écouter tout le monde, et donc il faut s'adapter à ça. Et puis le S, c'est sécurisante, et vous l'avez dit, dans les décisions que vous avez prises, vous avez pris soin de vos collaborateurs, vous avez enlevé psychologique, mais aussi la sécurité sanitaire. Voilà, je pense que ça, ces 4, on va dire, caractéristiques vont durer et vont prendre encore plus d'importance dans l'entreprise d'après. J'ai été ravi, malgré les déconnexions multiples,
d'être avec vous, Dominique, Jean-Roch et Philippe, et tous les participants. Je ne pense qu'à une chose, c'est d'en faire une prochaine où on pourra encore plus débattre et peut-être approfondir des sujets, en particulier sur le mode de management sans gestionnaire, on va dire. Ce sera un sujet très intéressant à approfondir dans le futur. Je vous souhaite à tous de très très belles vacances sécurisées pendant l'été. Rechargez bien les batteries et puis donc à très bientôt. Merci Dominique, merci Jean-Roch, merci Philippe. Merci David à toi. Merci. Belle journée à tous.